On revient sur le jour 12 pour faire une visualisation 3D du dataset comme on avait fait pour la forêt. Alors, le dataset du jour d'Advent of Code, on est là. Voilà. Donc il s'agit d'une matrice ici qui nous permet de représenter des hauteurs en fait. Donc chacune des lettres ici représente en fait c'est une colline en fait. Et on devait trouver aujourd'hui un chemin entre le S qui est le départ et le E qui était l'arrivée. Et on devait essayer de parcourir un chemin. La restriction, c'est qu'on ne pouvait pas passer d'une hauteur inférieure à une hauteur supérieure de plus grande que, on peut appeler ça un mètre si vous voulez, enfin d'une lettre dans l'alphabet, donc de A à B, mais on ne pouvait pas aller de A à C. On n'avait pas de mouvements diagonaux aussi. Et on devait essayer de trouver un chemin qui passait de S pour E, de S à E en respectant cette règle. Donc, par exemple ici, là, il l'a modélisé avec des petits V, on pouvait aller vers le bas, vers la droite, vers le bas, vers la droite. Enfin, il y a plusieurs solutions, mais c'est une des solutions. Et après, on tourne pour monter la colline. En fait, on tourne autour de la colline pour aller jusqu'au E. Mais là, on ne se rend pas très bien compte du dataset ici. Et puis, il semblerait qu'il y ait une petite surprise dans le dataset d'après ce qu'on m'a dit. Donc, on va aller regarder. Donc le dataset, pour le rappeler, donc ça c'est un exemple. Le vrai dataset, en tout cas le mien, le vôtre, c'est un petit peu différent, on ressemble plus à ça. Ce qui fait que si on réduit un petit peu, effectivement, on voit déjà peut-être une espèce de répartition là des C ou autres. Et on voit peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu caché. Difficile de voir, mais en 3D, on verra un petit peu mieux. Là, on voit un petit peu quelque chose. Donc là, effectivement, sur ce côté-là, on a peut-être quelque chose à voir. Donc on va essayer de représenter, je vais essayer de représenter ça en 3D, et puis voilà. Donc comment on peut faire ça pour représenter ce machin en 3D? Déjà, on va déjà transformer toutes ces lettres en elevation, en hauteur. Donc ça c'est l'énoncé qui vous le dit, le A c'est 0, le B c'est 1, le C c'est 2, etc. Le Z c'est 26. Donc ça je l'avais déjà fait pour l'énoncé du jour. Et puis on va transformer ça en texture 2D qu'on va faire manger à un shader. Et ce shader va simplement nous... Alors là, on va travailler... D'habitude, on travaille avec on travaille plutôt avec le... Comment ça s'appelle? Voilà, il y a deux parties dans un shader. Donc le vertex shader et le fragment shader. On travaille souvent dans le fragment shader pour faire des effets de couleurs. C'est ce que je fais ici pour le Game of Life. Donc voilà, ici. Donc ici j'avais fait ça en travaillant beaucoup sur le fragment shader, mais ici il va falloir faire le contraire, c'est-à-dire qu'il va falloir agir plutôt sur le vertex shader, c'est-à-dire celui qui va faire bouger les vertices, les vertex en français, ou les sommets plutôt, les sommets du mesh pour aller les positionner à des hauteurs différentes. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc on va déjà reprendre peut-être donc là j'ai pris un truc qui s'appelle le glitch.com, comme ça vous pouvez directement aller sur le code, éditer ou remixer le code que je ferai en live. Comme ça vous pourrez faire votre propre version. Je vais peut-être partager le lien dans le chat. Voilà. Et ouais, alors ça couille un peu la copie des liens, peut-être chez vous aussi. Vous pouvez copier-coller ce machin. Et là, vous pouvez accéder au code, le remixer ou demander si vous voulez participer ici. Vous pouvez vous créer un compte sur glitch.com pour avoir plus de souplesse sur la création des projets et tout ça. Ouais, vous pouvez aussi copier-paste l'URL et puis le code lui-même aussi. Il y a quelqu'un ici. Salut. Donc là, je pourrais inviter à l'addition et on pourrait travailler à deux sur le code. Donc si quelqu'un dans le chat veut coder avec moi, on peut le faire. Donc en gros, actuellement, j'ai juste mis une scène qui permet de créer une scène à frame. Et puis j'ai juste mis un camera rig avec une tête qui est à la position 0, 20, 0, donc à une hauteur de 20 mètres. Les unités sont en mètres. Un WSD control pour qu'on puisse déjà se déplacer. Alors là, on ne voit pas grand-chose parce qu'il n'y a rien, donc on ne voit pas le déplacement. Et puis un log control qui permet de gérer la rotation de la caméra à la souris. Donc ça, c'est des composants qui existent déjà dans Frame, on n'a pas besoin de les coder. Donc nous, on va rajouter, moi, je vais rajouter un plane ici, un plane. Voilà. Et on va le positionner à une position un petit peu plus lointaine de la caméra.
les positions c'est X, Y, donc X, Y et la position Z, on va le mettre, je sais pas, à 50 devant la caméra, et on va lui mettre pour l'instant une couleur rouge, mais on va changer sa couleur par la suite. Voilà, donc là on a notre plan qui est là-bas. Alors par défaut le plan il est vertical, il est voilà. Il est un petit peu lointain, mais comme on voit là, on peut s'approcher du plan et se reculer du plan. Alors par défaut, les plans, si on va leur mettre une taille un peu plus grande, dans la frame, ils sont, si vous voulez, sur le plan Y. Entity, ça correspond à quoi, demande Anto? Alors Entity, ça correspond à n'importe quelle entité 3D en fait. Voilà. Donc ça peut être, ça correspond à en fait, si tu fais le parallèle avec Three.js, ça correspond, si on regarde la documentation, à pas groupe, mais à Object 3D. 3D, voilà, ça correspond à ça. Donc c'est un web component, en fait, qui encapsule l'object 3D de Three.js. Donc ici, ouais, pardon, on revient dans le truc. Donc ici, tu peux faire, ici, à la place de faire un A-plane, de faire un A-entity, et puis après de dire qu'il a une géométrie planaire, pardon, ou alors tu peux directement mettre A-plane qui est un type de A-entity bien spécifique. Mais ça revient au même de faire ça que de faire ça. De rajouter en fait le composant géométrie à une entité. Et là, comme on a besoin d'un plan, c'est plus simple de faire ça. Donc on va lui donner une hauteur de, je sais pas, de 50 mètres pour l'instant, et puis une largeur de 50 mètres. Ce qui devrait nous faire apparaître notre plan, voilà, comme ça. Donc, comme on le voit, par défaut, le plan, il a la verticale, il est rendu que sur une face, mais ça nous va très bien, parce que dans cet exercice, on n'a pas besoin d'avoir un rendu sur l'autre face, donc c'est vraiment un plan 2D classique. Et on va transformer ça pour que ici s'affiche notre montagne, en fait, notre colline, je crois que dans l'énoncé c'est une colline. Ok. Donc il va falloir le tourner sur le plan. Donc on va faire une rotation sur le plan. Et là, il va falloir tourner sur un certain axe. Donc il vous faut tourner sur l'axe des X de 90 degrés pour le mettre sur le sol. Voilà. Donc là, il est devant nous. Et puis, ouais, il est très bien comme ça. Yep. Et puis, on va lui donner peut-être une hauteur plus grande. Je crois me souvenir que la matrice qu'on a dans dans l'énoncé est une matrice qui n'est pas carrée. Donc le puzzle input qui est là, vous voyez, il est un petit peu là, donc ça fait un espèce de tapis. Donc on va afficher le tapis de cette manière-là. Alors, ça semble assez proche comme approche de Three.js dans la façon de fonctionner. Ouais, donc Frame, c'est un framework au-dessus de Three.js. Donc en fait, ça rajoute un Entity Component System à Three.js, à Frame, et ça permet aussi d'utiliser le DOM pour représenter les entités, ce qui est assez cool parce que du coup, c'est très visuel et la syntaxe est assez sympa. Enfin voilà, c'est vraiment très simple. Oui, c'est vraiment Three.js dessus. Et d'ailleurs, nous, on va utiliser Three.js pour faire la chose. Donc dans l'Advent of Code, on peut déjà peut-être regarder la taille de ce truc-là. Donc là, on est à la ligne 10 et on est à la ligne 51. Donc ça fait 40 de hauteur. Donc on va déjà mettre une largeur plutôt de 40. Et la colonne ici, on ne la voit pas. Mais si je vais dans VS Code, je crois. 3 secondes. Vous ne verrez pas mon VS Code, mais je vais juste regarder la taille de ce truc. Et ça fait 174 caractères de largeur. Donc du coup, ici, on va mettre 174. Voilà. Je vais juste enlever le dataset. Puis je vais le reprendre de mon code. Donc voilà, donc là on va avoir normalement le bon rectangle, la bonne taille de rectangle par rapport à ce qu'on veut représenter. Pardon, c'est pas 150 ici, on a dit que c'était 40. Voilà. Et puis on peut peut-être le tourner dans l'autre sens, donc on peut encore tourner de 90 degrés ici. Comme ça on va voir un peu plus
le truc devant nous, voilà, comme ça. Et puis on peut encore le déplacer un tout petit peu en avant, c'est-à-dire au lieu de le mettre à moins 50, ici on peut le mettre à moins 150. Ouais, peut-être un peu trop loin, à moins 100. Pour le positionner vraiment devant nous, qu'on voit un peu le terrain. Donc le terrain, comme vous le voyez, il est un petit peu allongé comme un tapis. On peut activer wireframe. Donc ici, on peut mettre wireframe égale true pour nous changer le matériel et vraiment avoir le flag wireframe. Comme on le voit de base, le plan n'est composé que de 2 triangles. Donc on peut faire ça aussi en rajoutant sur la scène un petit truc qui s'appelle comment ça s'appelle déjà, stats, qui nous permet d'afficher le nombre, le FPS, le nombre de calls et le nombre de triangles. Bon là il y a un wireframe donc il ne les compte pas comme triangles, mais vous voyez bien qu'il y en a 2. Donc ça nous plaît pas parce que nous on veut on veut jouer sur les vertex, donc sur les sommets, et donc là on n'a pas assez de sommets pour faire un vertex shader, vu qu'on n'a que 4 sommets avec ces 2 triangles collés. Donc il va falloir qu'on augmente ça. Donc si on regarde dans Frame, dans la documentation de la plane, on voit qu'on peut faire plein de trucs, mais qu'on peut dire les segments en hauteur et en largeur. Donc on va changer ça aussi. Donc on va dire qu'ici il y aura 40 segments en hauteur et 174 segments en largeur. Comme ça, on va avoir ici beaucoup plus de vertex et on va pouvoir faire le vertex shader sur tous ces points. Yes, donc là, comme vous voyez, ça va vite, hein. J'ai rien codé. En fait, ce qui est cool avec Frame, c'est qu'on peut déjà faire quelque chose de sympa sans aucune ligne de JavaScript ici. Donc maintenant, on va faire notre shader sur cette structure-là. Donc, je peux vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais en gros, je vais faire un composant. Ici, j'avais fait donc, pour ce shader-là, ici, j'avais simplement fait un composant qui a des paramètres. Donc un composant, donc ça va devenir un attribut HTML finalement. De base, Tree gère l'AR et la VR. Oui, tout à fait. Donc en fait, comment on te demande si Tree gère l'AR et la VR. Oui, tout à fait. Donc Frame le gère aussi, du coup. Et en fait, ce que va te faire Frame, ce qui serait un peu chiant en Tree.js, c'est de gérer les 2 cams, le passage en AR et en VR, la gestion des contrôleurs, la gestion, enfin tout ça, quoi. Donc ça t'abstrait tout ça. Mais oui, tu peux tout à fait tout faire ce que fait Frame en Tree.js, vu que c'est vraiment qu'une abstraction de Tree.js. Il n'y a pas de rajout, si tu veux, dans Frame de code. C'est vraiment que de l'architecture de code, en fait. Donc je vais reprendre ce code-là, parce qu'il est pas mal. Et je vais le mettre ici. Donc là, je mets tout dans un fichier. On a bien sûr la possibilité de faire un script externe ici. Et là, si je fais... donc ce qui est intéressant avec les composants, donc c'est effectivement là, vous voyez que j'ai simplement copié-collé ce truc. Donc ça rajoute en fait un composant à mes entités. Et je peux l'utiliser n'importe où, par exemple ici. Et j'enlève wireframe, par exemple. Hein, et je vais avoir mon plan qui sera... ça marche pas parce que ici je dois pas tree backside, donc il faut pas que je fasse sur la backside, sinon c'est de l'autre côté. Mais voilà, du coup vous avez déjà le shader qui fonctionne sur le plan directement, hein. Donc c'est assez simple. Voilà, pas la bonne résolution, il est un petit peu étiré, mais voilà, donc c'est vraiment simple à utiliser. Donc on va reprendre ce shader et puis on va vider le fragment shader et le vertex shader, et puis faire 2-3 trucs un petit peu plus simples. Donc on n'aura pas besoin de résolution, on aura plutôt besoin d'une largeur de la matrice qu'on va mettre par défaut justement à ce que j'ai mis là en bas, donc 174. On aura besoin d'une hauteur qui sera à 40. Et on n'aura pas besoin de ça, on n'aura pas besoin de ça, on n'aura pas besoin de ça. Je crois que c'est à peu près tout. Et puis on aura aussi besoin de la structure elle-même ou quelque chose ici. Dans l'init, on aura besoin de rien. Mais oui, pardon, on n'aura pas besoin de ça. Par contre, on aura besoin effectivement d'une texture 2D.
Donc ici, il y a un exemple de texture 2D je vais peut-être agrandir un peu, de texture 2D. Donc là, c'était pour l'automaton, mais... Donc quand vous faites une texture 2D manuellement, d'habitude, une texture 2D, vous chargez une image, puis vous prenez le contenu de l'image comme texture. Ici, notre but, c'est de créer la texture de manière en programmation, donc en JavaScript. Donc vous pouvez utiliser un tableau typé ici, simplement un tableau typé JavaScript. Il faut qu'il soit flat, plat, si vous voulez. Donc ici, il faudrait qu'on mette le nombre de cases de ce tableau. Ben, c'est effectivement la hauteur fois la largeur. Donc il doit y avoir autant de cases disponibles que de vertex ici. Et on va sauver l'information. Donc dans une texture, vous avez normalement 3 canaux RGB. Et on va sauver toute l'information sur le canot rouge. Donc ici, ce que je vais faire, au lieu de faire ça, là, je vais juste vous montrer un peu l'idée. Je vais mettre 0,5 et puis je vais mettre des 1 ou des 0. Voilà. Donc ici, je vais simplement remplir une grille, une texture de 1 et de 0, juste pour voir ce que c'est. Ça permet de créer une texture à partir d'un tableau. Donc là, il faut que je lui mette aussi les bons paramètres. Ça indique que l'information que j'ai stockée, en fait, elle est sur le canal rouge. Vous avez la possibilité de sauvegarder encore sur les deux autres canaux d'autres informations. Pour l'instant, moi, je n'ai pas besoin d'autres informations que l'élévation. Et ça, simplement pour dire que c'est une texture qui devrait être mise à jour. Donc, normalement, maintenant, je crois qu'on pourra peut-être enlever cette ligne. Je crois que Trigest fait automatiquement dès qu'il détecte un changement sur la texture, mais on verra. Ensuite, je vais créer un matériel à partir de cette texture. Donc, en matériel, ici, on peut récupérer le matériel d'un objet simplement comme ça en A-frame. Donc ici, je suis en train de dire, soit tu me prends le matériel existant, soit tu me l'affectes. Donc c'est pour ça qu'il y a un double égal ici. J'aurais pu faire ça en 2 lignes, mais bon, je suis flemmard. Et c'est ici qu'on va créer notre shader. Donc un shader, c'est composé de 2 choses, d'un vertex shader et d'un fragment shader, et d'une troisième chose, c'est-à-dire des entrées, ce qu'on appelle des uniformes. Donc ici, on va lui passer plusieurs uniformes. Ça, j'ai pas besoin. Pour l'instant, ça, j'ai pas besoin. Mais on aura probablement... Souvent, ce qu'on passe à un uniforme, c'est en fait, c'est ça, souvent. C'est-à-dire le temps d'écoulement, puisqu'on aimerait faire une animation. Et donc, avoir le temps qui s'écoule, bah, ça nous permet de faire des changements de couleur. C'est ce que je fais ici, voilà, ici pour la texture que vous voyez au sol. Quand elle change de couleur, j'utilise le temps pour faire du HSL, une rotation sur la roue HSL de couleur. Et aussi pour l'animation du cycle du jeu de la vie, en fait. On a souvent besoin du temps, donc je vais quand même le laisser. Et ce qu'on a en plus ici, eh bien, c'est une texture qui est la texture que je viens de créer juste là-haut. Donc actuellement qui contient des 1 et des 0. Dans le vertex shader, il sert à calculer la position de chacun des vertex. Donc si on ne fait rien, la position d'un vertex dans l'espace, elle est donnée par sa position, c'est cette petite partie-là. Et qu'on multiplie cette position par la modèle vue matrice et la projection de matrice pour avoir la position du pixel dans l'espace par rapport à la caméra. Alors là, je suis un peu moins balèze en calcul vectoriel pour vous décrire exactement ce qui se passe dans ces calculs de matrice ici, mais ça fait un calcul de matrice pour positionner le pixel dans l'espace 3D au bon endroit par rapport à la vision de la caméra. Donc, nous, ce que je vais devoir faire, c'est effectivement changer ici la position pour la faire monter, ou la faire descendre, enfin, en fait, que la faire monter dans notre cas, de la valeur qui est ici. Pour le fragment shader, donc ici, j'ai juste copié un truc qui permet de transformer du HSB en RGB. C'est pas moi qui codais, j'ai été fauché quelque part sur un shader. On n'aura peut-être pas besoin. Et puis, ce que doit faire un shader, normalement, on peut peut-être couper ça. Ouais, j'aurai peut-être pas besoin de tout ça, je vais couper ça. Mais en gros, ici, vous devez renvoyer la couleur du pixel. Donc, par exemple, on peut renvoyer ici un. Donc, c'est RGB plus le canal alpha. Ça vous donne une couleur. Voilà, et puis je vais peut-être renommer ce truc en terrain generate terrain advent of code 12 par exemple. Voilà,
day 12. Comme ça. OK. Et maintenant, si je prends ça simplement et puis que j'ai pas fait trop de bêtises et que je le mets sur mon plan à la place de celui-là et que j'enlève la couleur, je devrais déjà avoir quelque chose. Si j'ai, alors je me suis un peu planté, il faut que je regarde. Donc j'ai pas as à la ligne 85. Ah oui, j'ai laissé encore du code en bas. Donc tout ça, j'ai plus besoin non plus. On peut juste garder la petite partie où on met justement à jour l'uniforme time. Donc ici, en fait, ça c'est une fonction qui est automatiquement dans iframe qui s'appelle tick normalement, mais je l'ai appelé nextgen ici, mais on va l'appeler peut-être tick. Qui est appelé toutes les ticks de votre carte graphique. Donc à chaque rendu, si vous voulez, juste à chaque rendu, on peut faire un petit calcul ici. Ça se fait juste... salut Tempus, ça se fait juste avant le rendu. Donc ici, ce qu'on va transmettre au GLSL, c'est l'uniforme. Donc on fait une mise à jour de l'uniforme time. Et ici, on met ce petit texture needupz pour TreeJS. Mais c'est ça que je suis... Peut-être qu'on pourra enlever ça. Est-ce que ça marche mieux si je fais ça? Voilà, ça marche mieux. Donc là, mon plan est blanc parce que mon vertex, mon fragment color, ici, il est à 1, 1 et 1. Donc si je veux par exemple le faire rouge, eh ben, je peux faire ceci. Alors il faut mettre des points pour dire que c'est des floats ici en GLSL. Et donc là, j'aurai mon plan qui est rouge. Et puis si je veux animer mon plan, ma couleur de plan, au lieu de mettre des valeurs constantes ici, je peux jouer justement avec l'uniforme time. Donc, par exemple, ici, je pourrais faire un cos un ABS de cos de time divisé par 1000 parce qu'il est en millisecondes chez moi. 1, 2. Et du coup, ici, on va avoir une animation. Ouais, alors ça a foiré. Tac, tac, tac. Parce que... Ouais, int. Ouais, j'ai oublié le point comme d'habitude. Voilà, tac. Voilà. Et donc, là, je suis toujours rouge parce que mon time. Et il manque quelque chose dans mon code. Cost time, ça c'est juste. Je prends la valeur absolue. Et puis... ah oui, j'ai pas gen par seconde ici, donc il faut que je lui dise divisé par 60 par exemple. Ou en fait, il faut que j'enlève simplement cette ligne. Je crois que ça sera mieux. Voilà. Et là, donc, j'ai le canal rouge qui va devenir plus ou moins fort, vu que ça va, le cos va aussi entre 0 et 1, vu que je pense à valeur absolue. Et donc, ça va me faire apparaître full rouge ou pas full rouge. Donc, on peut animer facilement de la couleur, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on va pas faire ça. Et pour l'instant, on va juste mettre du rouge. Ici, sur ce fragment. Donc, maintenant, nous, ce qu'on veut, enfin, ce que je veux, c'est modifier les vertex. Donc, c'est peut-être pas mal. Ouais, enfin bon, voilà. Donc, maintenant, on va travailler plutôt sur le vertex shader, du coup. Donc ici, ça va être assez simple. On va juste générer une nouvelle position. Donc on va faire une vec 4 déjà, data. Donc ça, vous avez une petite fonction qui s'appelle texture 2D en GLSL qui vous permet de prendre une texture, donc ici la texture qu'elle a, et aller récupérer le vecteur 4. Donc le vecteur 4, c'est le RGB et puis le alpha. Donc la couleur, si vous voulez, de cette texture qu'on a créée juste en haut. Alors nous, on n'a pas mis, comme on a vu avant, enfin, moi j'ai mis juste sur le canal rouge, donc tous les autres canaux ne seront pas utilisés. Donc on va aller dans la texture, et là vous pouvez mettre quel endroit vous voulez dans la texture. Donc ici on veut V, UV. Donc UV, c'est simplement un autre nom pour XY, si vous voulez. Donc c'est juste pour différencier le V de XY. Donc dans la texture, on va aller chercher la coordonnée, la couleur du pixel à la coordonnée UV. Et ça va nous donner notre data. Et dans cette data, vous avez donc le RGB, et nous on veut le data.r.
ici. Et ça, il va falloir l'appliquer à notre nouvelle position. Donc on va faire un vecteur 3. Ici, on a déjà notre position. Donc là, on voit qu'on a la position et puis l'alpha. Donc ici, on a notre position. Paf. Donc là, on va faire un truc qui s'appelle new position, qui va être en fait la position actuelle. Plus, alors la position, elle est automatiquement transmise à ce vertex shader par TGS. Il vous fournit aussi la normale. Donc la normale, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à l'endroit où vous êtes, à la tangente. Et donc ça va nous permettre d'élever le pixel vers le haut d'une certaine valeur. Donc nous, on veut justement incrémenter, si vous voulez, la position sur cette normale de la valeur qu'on a mis sur le canal rouge. Et c'est cette nouvelle position qu'on veut mettre ici, simplement dans le calcul de la position du vertex, en fait. Gel position, c'est la position de chacun des vertex. Et donc, ce code va être exécuté pour chacun des sommets des triangles de mon plan. OK. Comme data R, je l'ai fait aussi entre 1 et 0. Et, ça ne va pas faire beaucoup de pixels, donc on va faire ça par plus 1 scale. On va peut-être mettre en uniforme aussi. Scale, qui sera peut-être à 100 pour augmenter. Donc ça ferait 0 ou 100 ici. Donc on va augmenter la position du pixel par 0 ou 100 de manière aléatoire, vu qu'ici j'ai mis un mat random. Je vais modifier ça pour que ça soit le dataset après. On peut regarder ce que ça donne. Ça plante. Donc là, j'ai dû oublier. Ouais, c'est peut-être scale. Je vais juste mettre 100 ici en dur pour voir si c'est pas parce que j'ai oublié de fournir l'uniforme. Ici. Ah oui, j'ai oublié les points virgules, mais ça. OK. Non, et puis il me dit. Oui, texture, un éclat, d'accord. J'ai pas bien pris ma texture, donc texte. Ah oui, j'ai pas mis mes uniformes ici. J'avais mis ma texture comme uniforme dans le fragment shader, mais cette fois j'en aurais besoin dans le vertex shader. Et j'aurais aussi besoin du scale, du coup, c'est pour ça aussi je pense qu'il a gueulé dessus. Donc on a besoin du scale. Après on pourra remettre le scale ici, je présume après. Voilà. Donc là, on voit que le scale n'est pas assez grand. On voit une petite variation. Ah ben, j'ai fait que des 0 et 1, donc on voit que ça a bougé nos vertex. Mais on va mettre un scale un petit peu plus grand pour vous donner l'idée. Voilà. Et du coup, ici, je peux mettre scale. Voilà. Donc on voit l'oscillation 0,1 sur le plan. Donc là, j'ai simplement fait un displacement. Alors, il n'y a pas la réfraction de la lumière et tout ça, donc c'est pas très joli. Et je vais faire un truc assez simple ici. Mais voilà, on a déjà quelque chose de fonctionnel. OK, donc maintenant, nous ce qu'il nous reste à faire, c'est remplacer ces 0 et ces 1 par les bonnes données. Donc les bonnes données, c'est... ouais, bah, je peux reprendre mon code AOC qui doit être là. Voilà, le code 12. Donc je vais reprendre simplement le petit code de parsing que j'avais déjà fait. Ici. Et on va le coller comme un gros bourrin juste là. Je vais réduire un petit peu le code. Voilà. Donc là, on avait déjà... Donc ça, c'est vraiment le code que j'ai fait ce matin pour parser l'input. Donc on va reprendre ça. Et puis, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc dans mon code, paf, on avait après ceci. Et donc là, j'avais une matrice qu'on peut afficher. C'est ce qu'on veut visualiser en 3D. Bam, et donc ici, si on recharge, on a la matrice ici qui fait effectivement 40 fois, enfin 41 fois 174, donc je me suis un peu gouré, je vais compter 40, mais c'est à 41 fois 173, pardon, la valeur, donc il faudra que je corrige un petit peu, mais voilà, ici vous avez cette matrice avec ces 0 et ces 1 et ces 2 qui sont donc les élévations. Bonne soirée Anto, enfin je sais pas si tu es encore là, j'ai loupé peut-être ton message, mais bonne soirée à toi. Donc voilà, donc plus. Donc là on a presque fini, donc il va falloir prendre ça au lieu du 0 et des 1 que j'ai marqué là. Et donc je crois que les valeurs qui sont un petit peu hautes, je crois qu'elles sont un peu voilà, vers la fin de ce truc. On va voir émerger la colline en fait dans ce truc là.
Donc on a notre matrix. Et donc ici, au lieu de prendre mat.random, je vais prendre cette matrix. Malheureusement, cette matrix est en 2D. Et puis ici, on a besoin d'une structure flat. Heureusement pour nous, on a un truc qui existe qui s'appelle flatmap. Donc on va pouvoir faire matrix flat égale matrix.flat, juste flat, de profondeur 1, vu qu'on n'a que 2 dimensions ici. Et là, on pourrait faire, juste pour vérifier, bien comprendre ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est notre texture 2D, en fait, qu'on va devoir utiliser. Tac, console. Voilà, cet arrêt de 7.9.3. Comme j'ai dit, il fallait juste que je corrige la taille du plane. Donc on a vu que c'était 141 et 173. Voilà, 41 et 173. Segment. Voilà. Et j'ai quasi fini parce que maintenant que j'ai cette matrix flat, il faut que je la mette simplement ici pour aller chercher la case numéro I. Et voilà. Et ici, on voit la 8 map, la map de hauteur. Donc là, le scale est un peu fort, donc on voit un petit peu le truc qui est tout au fond. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est placer la caméra un peu plus haut, vers 60 par exemple, 60 mètres. On peut réduire le scale peut-être à 100. Et puis après, on va animer un petit peu, puis coloriser ça, parce que là, on voit pas grand-chose. Ok, donc ça, c'est pas assez. Puis là, je suis quand même un peu trop haut maintenant, du coup. Voilà. Et là, on voit un petit peu la structure. Donc, je vais enlever la console, parce qu'on n'a plus besoin. Donc, on voit un petit peu la structure émerger. Donc, comme tout est rouge, on voit pas grand-chose. Donc, on voit pas trop la colline, et on voit pas trop s'il y a un truc caché dans cette colline. Mais déjà, on arrive à voir quelque chose. Donc, on va utiliser la hauteur pour colorer, je présume. Donc, on va changer de couleur en fonction de la hauteur. Ça nous permettra... Ouais, voilà, ouais, exactement, tu me poses. Tu as anticipé. Donc, on va changer la couleur en fonction de l'elevation. Donc, on va aller cette fois dans le fragment shader. Donc, on revient ici et puis on ne touche plus le vertex shader parce que, comme je l'ai dit, c'était juste rajouter la normale, voilà, pour faire la heatmap, c'est très simple. On aurait pu d'ailleurs, heatmap est déjà intégré dans TreeJS, on aurait pu faire une image, charger l'image et appliquer la heatmap. Mais là, c'est un peu plus cool parce qu'on a vraiment la maîtrise de ce qu'on veut ici avec le scale. On pourra animer aussi le scale, je pense que je l'ai mis en uniforme. Et donc ici, au lieu de faire ça, on va changer la couleur. Au lieu de mettre 1, on va aussi prendre la texture. Ici, puis en fonction de la texture, on va faire quelque chose. Donc on va reprendre la texture. Alors, on ne veut pas n'importe quoi dans la texture. On veut la data à l'emplacement actuel. Et on se rappelle que moi, j'ai tout sauvegardé sur le canal red rouge de la texture. Donc je vais devoir prendre le data R ici. Puis il faut que je trouve un bon truc. Donc je vais prendre moi, j'aime bien travailler en HSB parce que c'est un petit peu plus simple de travailler ici. Donc on va faire ça. Et puis on va faire... donc là, ça va bouffer, comme on le voit, un vecteur 3. Donc on va créer un vecteur 3. Ça va nous donner donc un vecteur 3 aussi, qu'on va appeler color, qui va être ce vecteur 3 là, et qu'on va manger ici à cet endroit-là, sur ce vecteur 4. Donc il y aura juste l'alpha qu'on va laisser à 1 pour ne pas avoir d'alpha, et on va juste prendre le RGB de ce calcul-là. Et donc là, il prend un vecteur 3, et on va construire ce vecteur 3 avec le canal rouge de ma structure, et puis HSL, ça prend après l'intensité et puis la saturation. Donc on va aller mettre les deux à 1 pour voir un peu ce que ça donne pour l'instant. Donc là, j'ai juste pris ça. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? A priori, non. Donc on va déjà voir ça. Alors ça plante parce que j'ai dû oublier de passer des trucs. UV, une déclaration d'interférence. Alors c'est pas UV, c'est VUV. Voilà, ok, c'est déjà un petit peu mieux. Donc on voit ici l'élévation de la structure. Voilà. Et puis, par contre, elle est un petit peu écrasée parce que j'ai mis... Ouais. Je suis pas sûr d'avoir mis le bon, d'avoir bien corrigé ma largeur et ma hauteur. 41, 173, ça c'est juste. Je vais juste vérifier que c'est les bonnes données. Check. De la matrix.
Donc on voit que c'est assez simple de changer la couleur. On va essayer de trouver des couleurs un peu mieux pour qu'on voie ça un peu plus proprement. Donc il fait effectivement 41 et 173. Est-ce que c'est ce que j'ai mis? Oui, 41 et 173. 41, 173, ça c'est juste, ok. Tac, 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 je vais juste vérifier ce que j'ai fait. Ouais, donc là, je pense qu'on est bon. Et on va peut-être animer aussi la scale par la suite. Et la texture, juste vérifier, j'ai mis... ouais, donc juste I. Yep. Bon, on peut laisser comme ça. Ok. On va enlever les consoles.log là. Mais après, je vais regarder par rapport à la ski si ça correspond bien. Je crois qu'on est bon. J'ai juste regardé si j'ai mis... Ah, par contre, j'ai... Ouais, là, j'ai pas mis à jour ici aussi. Voilà, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change un petit peu la forme. Il faut donc là comme ouais, ça forme. Ah bah voilà, je pense que c'est ça que tu parlais, Tom Pose, ça fait une étoile. C'est pour ça que je pensais que j'avais fait une faute, tu m'as dit que ça devait faire quelque chose de plus cool. Donc là effectivement on voit qu'il y a une espèce d'étoile sur le bord, sur la fin. Donc il a vraiment fait une seule colline qui ressemble à une étoile. Par contre on n'a pas assez de contraste pour discerner tout, donc on va un peu augmenter les choses là en bas. Donc au lieu de faire data R, on va faire data R x 3, on va dire qu'il y a plus d'effets sur la hauteur. Ouais, tu m'as posté quelque chose. Je vais regarder ça. Ah voilà, ouais. Donc là on voit ça, donc on va devoir avoir ça en 3D. Ok, super. En tout cas, moi j'ai aussi une étoile, donc ça c'est déjà bon signe. Donc, ça ressemble plus à ça. Et puis là, le contraste n'est pas assez fort, donc je vais faire ça. Et puis peut-être je vais mettre moins de saturation pour que ça soit plus visible. Voilà. Et puis on a quelque chose effectivement qui ressemble à ce que tu avais. Attendez, je vais enlever ça parce que c'est pas... Donc ce qui ressemble à ce que tu avais, mais cette fois en 3D. Voilà, c'est déjà un petit peu plus joli avec le x3. On voit les différences de couleurs. Alors, je ne vais pas faire une étude colorimétrique pour savoir quelle couleur je dois mettre ici en fonction de la hauteur, mais on pourrait faire des dégradés plus jolis. Et puis, effectivement, c'est assez saccadé parce que j'ai fait ce x100, donc ça monte de manière un petit peu abrupte. Mais je suis étonné par la carte. Donc, on voit aussi qu'il y a effectivement, comme tu l'as fait en 2D, des espèces de mini-étoiles. De mini-étoiles en fait ici, ou des flocons, des étoiles, visiblement des flocons qu'il a mis un petit peu partout, et puis il a effectivement fait l'étoile ici. Donc là on a bien la représentation 3D. Donc maintenant on va, vu qu'on s'est embêté quand même à faire le shader, peut-être on va juste faire une mini animation de ce truc là, et puis après fini, hein. C'était le but, c'était juste de faire un peu comme la forêt, mais de manière un peu plus simple pour faire un peu de diversité, pas toujours faire du JavaScript standard. Donc je vais revenir là, et puis je vais juste animer le scale ici dans le... Donc là, moi, j'avais animé le time. En fait, ici, je peux animer le scale. Et on peut utiliser un mat.cos de ça avec un mat... Ouais, juste un mat.cos de ça pour voir. On va peut-être diviser par quelque chose pour que ça aille moins vite. On va déjà regarder ça. Voilà. Donc là, du coup, c'est tout plat parce que il faut que je multiplie par quelque chose. Parce que là, il est appelé toutes les 60. On pourrait faire le DT plutôt que le... Ouais. Là, vous voyez qu'il est aussi... je ne sais pas si vous voyez sur Switch, mais très, très, très largement. C'est cool de faire ça avec les shaders. J'ai juste instancé les blocs comme un gros brin. Ouais, bah, tu fais en 2D, alors ça devient très simple. Donc là, on peut animer un petit peu plus. On peut faire x10 peut-être. Non, plutôt diviser, pardon. Il faut que je divise. Pour ralentir l'oscillation. Voilà. Et puis que je rajoute une amplitude. Ouais, là, on voit que ça aussi. Maintenant, il faut que je rajoute une amplitude un petit peu plus grande. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme formule?
en fait, je peux faire augmenter le scale au lieu de mettre égal, je vais mettre un plus égal. Et du coup, comme le cosinus est des fois positif, des fois négatif, ça sera peut-être plus intéressant. Voilà. Exact. Et puis, je vais plus diviser par 10, mais il faut que ça aille beaucoup moins vite. Donc, peut-être par 1000. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus intéressant. Et puis, par contre, j'ai trop d'amplitude. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais mettre ma scale de base à quelque chose d'un peu plus basse, parce qu'en fait là, elle est à 0. Donc mon... ouais, elle est à 200, pardon, donc je pourrais la mettre à 0, par exemple. Voilà, et là on a quelque chose d'un peu plus joli, elle devrait s'enfoncer dans le sol. Voilà, on a quelque chose... Alors l'amplitude est peut-être un peu grande, mais on voit mieux en fait le terrain, on peut s'amuser à animer tout le truc. Mais voilà, on voit mieux la colline. Ok, bah après, on peut faire des trucs, on peut animer la couleur, on pourrait encore faire pas mal de trucs, quoi, maintenant qu'on a le shader. Mais je vais m'arrêter là. Le but, c'était de présenter un peu un sujet nouveau pour YouTube, pour ceux qui auraient fait le jour, pour voir un petit peu... Là, et bien sûr, c'est pas très propre, hein, j'ai un effet de bord, hein, j'ai directement passé la matrice ici, là-dedans. Il faudrait bien sûr la placer dans les schémas ici. Et puis maintenant, ce qu'on peut faire peut-être, pour que ça soit un peu plus joli, un peu moins pixelisé, c'est qu'on mette une structure... Ah ouais, visiblement, là j'ai un problème vu qu'il devient trop petit par la suite, et puis il commence à s'enfoncer sous la structure. Tac, scale value, peut-être 1600 ici. Enfin bon, après, il faut chercher des formules ici, peut-être un peu plus cool. On peut jouer sur le DT aussi, pas forcément sur le elapsed time. Mais voilà. Ok. On va laisser comme ça, c'est pas trop moche, on voit bien l'étoile. Parce qu'on voit en 2D, puis après on la voit en 3D, donc je pense que comme ça, c'est pas mal. Pardon, je voulais encore faire un dernier truc. Donc ça, on n'a pas besoin. Juste nettoyer le code. Ah oui, je voulais réduire en fait la taille du plane par rapport à la taille des segments, ce qui nous permettrait d'avoir quelque chose d'un petit peu... on va diviser par 2, 87.5. Comme ça, on aura... oui. Quelque chose d'un petit peu plus petit ici. Et du coup, il faudrait aussi que je réduise le scale. Oups. Voilà, bon, on va laisser comme ça, on va bouger la caméra un petit peu plus près, et puis on aura quelque chose d'animé. Je sais pas si c'est bien d'avoir divisé par le plan par 2, je suis pas sûr. Et puis ça, par contre, ça reste encore un petit peu trop haut. Ouais, en fait, j'aurais pu laisser mon scale à 0. Yep. Ok. Ouais, je vais laisser le plan comme il était avant. Voilà. Alors, dernière visualisation du truc. Puis je pourrais faire un clamp sur le... Ouais, parce que là, en fait, comme le... Ah, où est-ce que j'ai fait ça? Voilà. Ici. Ouais, ce qui n'est pas très propre, c'est cette petite partie-là où je devrais faire un petit peu mieux. En fait, ce que je devrais faire, c'est juste comme ça. Juste pour même faire un truc un petit peu plus configurable. Là, et puis maintenant, de mettre ce scale comme étant un paramètre ici, paramètre à mon composant, à mon component, pardon. Voilà, on va le mettre défaut à 100. Et puis du coup ici, au lieu de mettre 0, on va passer 10.data.scale, ce qui me permet de le modifier en entrée directement ici. Voilà,
ce qui montre peut-être un petit peu plus comment on peut passer facilement des paramètres au shader. Ok, je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Voilà, comme ça on le laisse respirer. Puis peut-être qu'on peut déplacer la caméra plus proche de l'effet. Donc position X, Y, Z, on va le mettre à moins 50. Ça sera plus proche du point d'intérêt encore un petit peu. Moins 100. Voilà, là comme ça on est en face de l'étoile, vu que visiblement il n'y a que ça, hein, tout le reste de la map elle n'est pas très intéressante, enfin il y a cette espèce de petites étoiles. Voilà, je pense que je vais encore peut-être enlever le composant stat. Donc là on voit qu'on a 14 186 triangles, voilà, et puis on a quelque chose d'ok, on va se contenter de ça. Et puis on aura, voilà, c'était juste pour s'amuser un petit peu, pour visualiser cette truc en GLSL plutôt qu'en... Enfin, ça change un peu du JavaScript. Merci d'avoir suivi. Au revoir YouTube.